qui est Saint-Exupéry. Hem, je vais donc vous proposer à la fois une brève biographie de Saint-Exupéry, vraiment très brève, mais ce qui va surtout m'intéresser, c'est en fait de vous présenter une introduction à son œuvre, à ses idées, parce que sa vie et ses idées s'entremêlent beaucoup, chez cet auteur et vous allez enfin j'espère que vous pourrez sortir de cette conférence avec, un ordre d'idée de là où il se situe, ses grandes idées de vie, comment est-ce qu'il a, vécu sa vie, qui est particulièrement rocambolesque et si vous avez jamais eu l'occasion d'ouvrir un livre de Saint-Exupéry, bah, j'espère que ça vous donnera peut-être l'envie de le faire. Hem ou du moins l'élan peut-être de vous plonger dans cet écrivain absolument superbe, qui a écrit beaucoup de choses et c'est ce qu'on va voir ce soir, très différentes. Ce qu'en fait un écrivain, qui parlera à beaucoup de gens, très différents. Je pense que vous allez tous pouvoir y trouver quelque chose et on va voir que ces idées sont particulièrement d'actualité. Donc si vous êtes, lecteur ou lectrice de Saint-Exupéry, bah, vous serez à la maison. Si vous êtes, si c'est un inconnu au bataillon, bonsoir Claden. Si c'est un inconnu au bataillon pour vous, cet auteur et ben, je suis sûr que vous allez y trouver des idées très intéressantes, pour, œuvrer, pour mener vos propres projets, parce que Saint-Exupéry est ce qu'on pourrait appeler un aidant. Il a vraiment une posture de grand frère, en tout cas moi je trouve dans son écriture et dans la manière qu'il a de parler aux hommes. Donc on va voir tout ça ensemble ce soir. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez une petite tasse de thé ou que sais-je. On part sur, bonsoir Kylian. On part sur, comme d'habitude 45-50 minutes de d'idées, présenter la vie de ce sacré bonhomme, quand même, parce que ce soir on s'attaque à un sacré monument. J'espère que le son est bon pour vous, que l'image est bonne. Voilà, installez-vous confortablement. On va parler de Saint-Exupéry. J'espère que tout va bien, pour vous. Vous avez passé une bonne semaine. On a un épisode qui sort mardi, sur YouTube, que je vous ai un peu, teasé mais vraiment discrètement. Heu, dans l'oreille gauche, pas au mieux, j'avoue. Bah, écoute, je vais essayer de si jamais il y a un problème et qu'il y a des contre-fréquences dans le restaurant indien, tu pas à me dire et puis on fait au mieux, on est entre nous. Mais oui, je vous disais, il y a un épisode qui sort mardi, sur YouTube, sur, donc la nostalgie. Bon, c'est un peu vite dit, c'est pas juste sur la nostalgie, vous verrez. Je me suis vraiment amusé. Ce sera un petit, on va dire, une espèce de Madeleine de Proust de 20 minutes, pour les gens de ma génération, surtout. Donc ceux, je dirais, nés entre les années 90 et les années 2005. Vous allez, je pense, on va être ensemble, mardi soir. J'ai hâte de vous montrer ça. C'est vraiment un épisode, je dirais, nostalgie. Voilà, voilà, voilà. Donc sans plus attendre, je pense qu'on peut y aller. Heu, alors, affronter la vie. Alors pourquoi est-ce que je veux vous parler de Saint-Exupéry? Ah oui, les dates des rencontres. Clément qui met la pression. Bah, écoute, justement, je vous envoie ça ce soir après la conférence ou demain matin ou plus tard. Je suis encore en train de régler les tout petits derniers détails, mais ça part, normalement ce soir ou demain matin pour les dates. Voilà. Vous avez raison de me tenir, accountable. Salut Oli. Donc je vous disais, pourquoi est-ce que je veux vous parler de Saint-Exupéry? Bah, déjà parce qu'il est de ces hommes dont on ne sait pas vraiment tout à fait s'il était romancier, philosophe, reporter, conteur pour enfants, pilote de guerre, aventurier, poète ou soldat. Et en fait, il était un peu tout ça à la fois. Saint-Exupéry, il fait partie de ces personnages historiques dont la vie semble déborder. Je ne sais pas si vous avez déjà ouvert sa biographie sur Wikipédia, mais quand on jette un rapide coup d'œil, on se dit mais comment est-ce qu'un seul homme a pu faire rentrer autant de choses en 44 ans d'existence? La vie de Saint-Exupéry, c'est une aventure continuelle dont je vais uniquement ici, pour commencer, vous dresser les grandes lignes historiques, histoire que vous ayez un peu un aperçu du personnage, de qui est-ce qu'on parle, avant de parler de ses idées. Antoine naît en juin 1900, près de Lyon, dans une famille assez aristocratique, ou du moins de la noblesse française. C'est un garçon très rêveur, très timide, qui aura une enfance, on va dire, peut-être pas dorée, parce qu'il perdra son frère très tôt et son père également, mais globalement une enfance assez joyeuse. Il rejoint, donc il tente de faire l'école navale, mais ça se passe pas bien du tout. Heu, vraiment, il échoue 2 ou 3 fois de suite, je crois, et donc il se résigne, il dit: «Bon, bah, c'est pas pour moi». Il s'engage en architecture dans les beaux-arts, mais toujours il trouve pas l'espèce de souffle d'aventure qui va l'animer le reste de sa vie. Il passe donc son brevet de pilote, lors de son service militaire dans les années 20, on est donc en 1920, et rejoint une compagnie de transport, de courrier aérien, qui fait donc, la transmission, parce qu'à l'époque, vous vous en doutez, il fallait bien que des gens, des aviateurs courageux fassent la transmission du courrier, notamment entre, la France et les colonies d'époque, en Afrique, en Tunisie, et cetera, et cetera. Et donc Saint-Exupéry s'engage et il dit: «Bah, moi j'adore les avions». Depuis 12 ans, depuis ses 12 ans, il était passionné d'aviation.
Et donc, il voit dans cette possibilité d'être pilote de courrier, eh bien une superbe, liberté qu'on lui offre. Donc voilà, il fait le transport du courrier depuis la France jusque notamment, vers le Sénégal, puis plus tard en Amérique latine et c'est à ce moment-là qu'Antoine de Saint-Exupéry se met à écrire. Alors il publie ses premiers romans inspirés de ses expériences de vol et de ses méditations aériennes. Peut-être que vous les connaîtrez de nom, il y a Courrier Sud notamment, mais plus connu Vol de nuit, qui est vraiment excellent et je vous le conseille, ça se lit tout seul, c'est incroyable. Et là, c'est le moment où Saint-Exupéry, le romancier, commence à arriver. Dans ses premiers écrits, il narre ses aventures au milieu du désert, au-dessus de la cordillère des Andes, et il transforme ses amis pilotes en véritables figures littéraires absolument légendaires, dont aujourd'hui les lecteurs sont encore très marqués. Ensuite, c'est un peu du côté du journalisme que Saint-Exupéry va aller. Il s'engage dans les années 30 et il s'engage donc sur la voie du journalisme. Il va aller notamment à Moscou, en Indochine, en Espagne, voilà, il va beaucoup, beaucoup voyager. Il en revient avec de nombreuses observations sur, globalement la manière dont les hommes vivent et la manière dont ils s'organisent. Là, cette fois, c'est peut-être davantage, Saint-Exupéry l'essayiste qui va voir le jour avec, peut-être cet écrit que vous connaissez, Terre des hommes, publié un peu plus tard en 1939. Donc voilà, on passe déjà d'un romancier à peut-être un observateur à ce moment-là et arrive inévitablement la Seconde Guerre mondiale. On est donc en 1939 et au début de la guerre, quelques mois, plus tard, en fait, juste après le début de la guerre, il s'engage dans l'aviation. C'est un brillant pilote, mais juste après l'armistice, comment ça s'appelle? Démobilisé et il voit donc, la France tomber sur l'occupation nazie et à ce moment-là, il n'a pas le choix. Quelque chose au fond de lui bout, il prend la mer, direction les États-Unis. Il va passer plusieurs années de sa vie au début de la guerre à New York et c'est à ce moment-là où il voit la France subir l'occupation et on arrive dans le Saint-Exupéry un peu plus sombre, un peu plus noir. À ce moment-là, il écrit beaucoup, et c'est à ce moment-là, notamment pendant ses nuits, d'insomnie alors qu'il fuit la guerre à New York, qu'il écrit Le Petit Prince, que vous connaissez certainement, qui est donc, un petit conte philosophique qu'il ne comptait et ça c'est très important et intéressant, qu'il ne comptait pas initialement publier, voilà, mais qui deviendra à peine 10 ans plus tard le troisième livre le plus lu au monde et dont nous allons évidemment reparler ce soir. Je vous fais un tableau d'ensemble et après, bien sûr, on plonge dans le détail. Alors, Saint-Exupéry ne supportait pas vraiment la vie mondaine à New York, pardon, et s'isole petit à petit. Et il fait tout en fait pour pousser les Américains à rejoindre le conflit et à aller libérer la France à ce moment-là sous le joug de l'occupation. Lorsque les États-Unis finissent par rejoindre la Seconde Guerre mondiale en décembre 1941, Saint-Exupéry revit complètement. Il fait alors tout pour rejoindre la France occupée. Alors qu'il arrive sur ses 40 ans, il s'engage à nouveau dans l'armée de l'air, alors ça c'est très marrant, mais à l'époque personne ne voulait lui donner un avion. Parce que Saint-Exupéry, alors c'est un très bon pilote, mais à 40 ans il est cassé de partout. Hem Disons qu'il voit plus très bien, il n'arrive plus à fermer sa verrière, de son avion tout seul. Bref, c'est plus le pilote, acharné que c'était avant. Mais il va insister, profiter de ses privilèges d'écrivain et finir par s'engager, auprès, des Américains dans l'armée de l'air pour aller, défendre la France occupée. Et c'est donc, de 1941 jusqu'à 1944, il est, dans, l'armée de l'air et il vogue, il fait tout un tas de missions de reconnaissance et jusqu'en 1944, année où il trouvera la mort à bord de son avion au-dessus de la Méditerranée, mais nous allons y revenir. Ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes de la vie de Saint-Exupéry, ce n'est pas tant son agitation perpétuelle, le nombre de fois où il a frôlé la mort au-dessus des montagnes, où il s'est perdu, craché au milieu du désert. Ce n'est pas non plus son engagement pour la France, ses valeurs et ses idées. Dire ça, en fait, ce serait un peu réduire le personnage à un simple héros ou à un aventurier farouche. Or, Saint-Exupéry est tout ça, évidemment, c'est un pilote hors pair, c'est un aventurier, mais il n'est pas que ça. Ce qu'il faut surtout retenir de Saint-Exupéry, c'est son éthique, ses inquiétudes sur l'homme et la manière dont il a tenté de répondre aux grandes inquiétudes qui nous guettent tous encore aujourd'hui. La mort, la bêtise, la lâcheté et la perte de ce qu'il appelait le sensible. Alors ce soir, j'aimerais non pas tant vous parler de la vie d'Antoine, mais de ces trois grandes idées, celles qui l'ont poussé tout au long de sa vie à vivre une vie extrêmement intense, riche, et il faut bien le dire, quelquefois très dangereuse. Et cette petite conférence vous fera, j'espère, l'effet d'un léger électrochoc, qui vous invitera à poursuivre vers la lecture de Saint-Exupéry, ou au moins à vous acharner dans certains domaines de vos vies, parce que au final, c'est de ça qu'il est question avec Saint-Exupéry, s'acharner à vivre.
Si j'ai voulu vous parler de cet homme, c'est qu'il fait partie de ces figures chez qui tout le monde pourra trouver une sorte de souffle d'audace. Saint-Exupéry est un modèle de bravoure, bien sûr, mais surtout l'exemple d'un homme qui a vécu sa vie jusqu'à la dernière goutte, et même peut-être un peu au-delà. Antoine nous montre en fait que la voie de l'action, du courage, de l'œuvre, de la sensibilité et de l'art, celle des grandes mais aussi des petites idées, des écrits extrêmement riches, mais aussi d'autres plus, je dirais, simples, d'apparence, plus accessibles, et ben tout ça peut se concilier dans la vie d'un seul homme. Nous ne sommes pas obligés d'être soit des hommes d'action, soit des hommes de sensibles, d'être soit des intellectuels, soit des poètes. Antoine de Saint-Exupéry, c'est la voie du milieu. Exactement, la vie est un risque, on en parle après du risque. Tu vas voir que ce que tu dis, c'est particulièrement relevant. Donc pour citer une phrase de Noir Désir, qui je trouve est assez à propos, dans une musique: «On peut côtoyer des idéaux sans s'éloigner d'en bas». C'est exactement ce qu'incarne Saint-Exupéry, cette voie entre l'intellectuel, le poète, l'aventurier et l'homme aimant. L'avantage que nous avons avec cet auteur, bah, c'est qu'il y en aura pour tout le monde. Du roman à l'essai, en passant par la somme philosophique ou le conte pour enfants, chacun ce soir qui écoute cette conférence pourra trouver une porte d'entrée vers les vérités brûlantes que nous hurle Antoine de Saint-Exupéry et que je vais tenter de vous présenter ce soir. Voici donc les trois grandes idées de la vie de Saint-Exupéry. Et nous commençons avec cette première. L'homme doit se ressaisir et refuser la demi-vie. Quand on lit un peu sur la philosophie de Saint-Exupéry ou quand on lit quelques articles sur lui, on tombe souvent sur ce mot qui aujourd'hui est un peu mis à toutes les sauces, hein. Saint-Exupéry était un humaniste. Eh bien, Saint-Exupéry était beaucoup de choses, mais dire qu'il était un humaniste, c'est un peu facile et c'est, à mon sens, pas tout à fait exact dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Saint-Exupéry n'a pas eu beaucoup d'engagement dans la cité, dans la politique, dans le royaume des hommes. Et d'ailleurs, beaucoup l'ont critiqué pour ça, hein. La première critique qu'on lui fait, c'est d'avoir toujours eu une posture un peu de sachant supérieur. La politique l'insupportait, et je ne parle même pas du combat des idées, hein, je mets des guillemets. Mais il y a une seule chose qui l'a torturé absolument toute sa vie, c'est que les hommes n'étaient pas assez. Voilà la première grande obsession d'Antoine de Saint-Exupéry toute sa vie. Nous nous ménageons beaucoup trop les uns les autres. Il n'a jamais été un écrivain politique, et pour une bonne raison. Avant d'en vouloir aux hommes de blesser le monde, dans le siècle tourmenté dans lequel il a vécu, hein, on rappelle qu'il est né au début en 1900, donc il a vu la Première Guerre mondiale, il a vu sa mère partir en tant qu'infirmière, son père était mort, et il a vécu la Seconde Guerre mondiale comme engagé. Et malgré tout, il en veut pas aux hommes de faire du mal au monde, il en veut aux hommes de se blesser eux-mêmes, d'abandonner une partie de leur âme. Voilà ce qui l'obsède. Alors, il faut bien que vous imaginiez, hein, on est en plein milieu de la période historique la plus intense, les écrivains politiques se déchaînent partout, absolument partout, d'un côté comme de l'autre, et Saint-Exupéry, lui, il ne parle pas, de guerre, d'idées, de croyances, non, il parle de l'homme, avec un grand H, de solitude, d'aventure aérienne et d'un petit prince tombé de sa planète et qui rencontre un renard et des roses. Enfin une rose, plus enfin des roses, pardon. Ce qui obsède Antoine, ce n'est pas le mouvement de l'histoire, c'est l'errance de l'homme. Et il faut bien se rendre compte qu'à ce moment-là, aujourd'hui ça peut nous paraître facile, mais il faut remettre ça dans le contexte. Quand Saint-Exupéry écrit Le Petit Prince, les nazis marchent dans Paris. Donc il y a une forme de désintéressement historique qui est très intéressant chez Saint-Exupéry. S'il a bien une idée fixe en ce qui concerne la manière dont nous menons nos vies, c'est que nous manquons d'intensité. Il répétait souvent cette phrase: «Je suis entouré de faux vivants». Et cette conviction profonde que les hommes manquent une partie de leur vie, de cette conviction découlera tout le reste. Je cite Citadelle, qui est son dernier livre, une grande fable philosophique: «Ce que je hais, c'est d'abord ceux qui ne sont point». Ce que détestait au plus haut point Saint-Exupéry, c'est cette tendance humaine à s'accrocher à l'existant, aux valeurs bourgeoises et à s'y complaire. Pour lui, les convenances, les rôles sociaux forment une espèce de mélasse autour des hommes qui les privent de leur destin. Son rôle à lui, eh bien, c'est de craqueler cette terre séchée qui s'accumule sur nos peaux et nous hurler de vivre. Mais il va plus loin que ça. Saint-Exupéry n'a jamais vraiment côtoyé l'aristocratie littéraire. Pourtant, il est plus ou moins né dedans, c'est ça qu'il faut comprendre. Et le monde des lettres l'a très vite insupporté. Pourtant, tous ses romans et presque ses premiers romans ont eu un succès extrêmement rapide. Mais il n'a pas voulu entrer dans ces petits cercles. Tout ce petit monde allait dans le sens contraire d'une de ses croyances les plus fondamentales: l'inflation de l'intelligence
est une immondice. Il voyait dans l'intelligence, cette capacité un peu satisfaite d'elle-même avec une jolie cravate, une forme de raffinement du calcul appliqué à l'esprit humain. Tout ceci forme ce qu'il appelait la culture comptable, qui est une expression qu'on retrouve dans beaucoup de ses livres, et dont il a tout fait en fait pour s'éloigner tout au long de sa vie. Saint-Exupéry n'était ni l'ami des lâches, mais encore moins celui des intellectuels. D'ailleurs, si ça vous intéresse ce point-là, il y a de superbes lettres entre André Breton, qui est donc le chef de file des surréalistes, et lui, lorsqu'il est à New York. Vous tapez André Breton, Saint-Exupéry, lettres, c'est très court, et vous comprendrez toute l'opposition entre Saint-Exupéry, qui ne se considérait pas comme un intellectuel, et ce qu'il pointe comme étant le chef de file des intellectuels poètes un peu abstraits à cette époque, à savoir André Breton. Si ça vous intéresse, c'est très piquant, et c'est absolument somptueux. Voilà, fin de la parenthèse. Ce qu'il déteste chez cette culture comptable, c'est ce monde d'adultes et d'intellectuels, c'est l'exercice de l'esprit pour rien, loin de toute substance, penser pour penser, penser comme l'on se dissocie de l'être, de l'âme et de ce qui compte vraiment. L'exercice gratuit de l'esprit révulse Antoine et l'attriste beaucoup. Il se sent seul dans ses missions, qu'elles soient aussi bien physiques ou immatérielles, dans son œuvre et dans ses préoccupations. Car le bourgeois qui pense comme on compte est l'homme endormi, pour reprendre ses mots, qui laisse passer sa vie sans l'empoigner, ont pour Antoine un point commun. Ils vivent dans la satiété. Voilà bien quelque chose que Saint-Exupéry n'a jamais pu avaler toute sa vie, que l'on vive en se contentant de se laisser vivre. De ses aventures aériennes dans l'aéropostale en Afrique du Nord jusqu'à son engagement déterminé dans l'armée de l'air à la fin de la guerre, alors qu'on lui refusait catégoriquement son droit à l'engagement, Saint-Exupéry n'a jamais supporté d'être sur le banc de touche. Saint-Ex, c'est un écrivain secoueur qui vous dit faites, agissez et soyez meilleurs. Et là où il se démarque de tous les écrivains de son siècle, c'est qu'il n'appelle pas au ralliement. Il ne prêche pas pour une couleur. Il prêche en fait en dehors de tous les systèmes de croyance. Non, le ralliement de Saint-Exupéry est métaphysique et, disons-le parce qu'il faut oser le mot, spirituel. Ce qui m'amène à mon second point, si c'est bon pour vous et si je ne vais pas trop vite. Si je vais trop vite, vous me dites, je peux ralentir la cadence, il n'y a aucun problème. Très bien, très bien, très bien, très bien. Excellent. C'est du haut débit. Bon, je peux ralentir si vous voulez, hein. Je peux aller un peu moins vite, il y a aucun problème. Donc Saint-Exupéry nous pousse à l'action. Mais c'est pas juste une action désincarnée ou fais tout ce que tu peux dans la vie. Non, non, ça va beaucoup plus loin que ça et je voudrais qu'on élucide un peu ensemble parce que tout ça est très lié chez Saint-Exupéry, la mystique, du faire et la mystique spirituelle et vous allez voir pourquoi c'est absolument passionnant. Alors la vision spirituelle de Saint-Exupéry, c'est un gros morceau. Mais ici, je vais essayer de vous donner juste la ligne directrice et le parfum d'ensemble. Et si c'est des choses qui vous intéressent, eh ben, comme d'habitude, vous avez qu'à lire. Alors, s'il naît dans une famille catholique et qui suit un enseignement religieux, notamment lorsque sa mère doit partir à la guerre et qu'il est mis en foyer, eh bien, il va très vite se séparer de ce chemin d'enfance. Les raisons de ce divorce sont pas tout à fait claires et Saint-Exupéry en parlera pas vraiment au long de sa vie. Mais il n'en reste pas moins que s'il laissa Jésus-Christ derrière lui, il va quand même passer sa vie à jouer avec les symboles de l'âme et de l'élévation spirituelle. En condensé, la foi de Saint-Exupéry est une forme d'épuration esthétique de la foi catholique, à laquelle on ajouterait une mystique du devoir et un certain élitisme intellectuel assez assumé. Citadelle, qui est, comme je vous disais tout à l'heure, sa dernière œuvre, inachevée, publiée en 1948 à titre posthume, correspond en fait à cette tentative, si ça vous intéresse. Écrire une spiritualité sans église, une spiritualité humaine à destination des hommes. Et je vous préviens, Citadelle, c'est un gros morceau qui peut être parfois un peu difficile d'approche. Alors si vous avez quand même jamais eu l'occasion d'ouvrir ce livre, c'est une forme, d'ultime œuvre, un gros morceau, un livre philosophico-spirituel proche en fait d'une forme de Zarathustra du désert, avec des bédouins et des symboles christiques. Citadelle contient énormément de pistes de réflexion passionnantes sur la vision de la vie de Saint-Exupéry. Mais il y en a une en particulier dont j'aimerais vous parler, qui moi m'avait marqué à l'époque, et dont voilà, qui je trouve très intéressante, c'est la vision de la prière. La prière de Saint-Exupéry n'est pas l'acte pieux et méditatif que l'on connaît et auquel on est habitué. Pour lui, l'acte de la prière est autre chose. Ce n'est pas parler avec Dieu, ce n'est pas non plus se mettre en tailleur et faire des vœux les mains jointes. La prière de Saint-Exupéry est une prière par l'action.
Pour Antoine, prier, c'est se soucier longtemps de son devoir. Prie le jardinier qui coupe ses rosiers dans un silence de plomb. Prie le pêcheur qui attend que sa ligne morde sans un bruit. Prie le bédouin qui arpente le désert seul sans un bruit. Prie l'écrivain qui fixe l'horizon à la recherche de sa prochaine phrase. Prie l'aviateur qui fend le ciel au-dessus du désert immobile. Prier, c'est se faire absorber. Dans l'ouvrage, l'homme prie. Dans l'ouvrage silencieux, l'homme remet son destin dans les mains du monde et fait confiance à l'univers. Voilà le plus bel acte de foi pour Saint-Exupéry. La prière n'est donc pas chez lui une parole, mais un silence. À la fin de notre labeur, nous donnons un petit coup de tête vers le ciel, et voilà l'acte de foi le plus sincère et pur qu'il nous est donné d'exercer. Avoir foi dans la poursuite de notre action dans le monde. Dans ce regard vers les cieux, nous ne devons pas attendre de réponse, nous dit Saint-Exupéry. Voilà encore bien une idée pour lui de petits hommes commerciaux et sans envergure, qui pensent tout comme une relation commerciale, qui prient en attendant une réponse et qui attendent que Dieu leur donne ce qu'ils demandent. C'est manquer de substance pour Saint-Exupéry. Non, nous devons apprécier le silence de l'univers, car l'amour est un don. Prier en attendant une réponse, pour Saint-Exupéry, c'est pervertir l'âme. C'est l'homme pour lui qui est juste, c'est l'homme qui agit dans le monde selon ce qu'il croit être le bien, qui s'offre à l'univers et qui n'attend rien en retour. Saint-Exupéry écrit dans Citadelle cette très jolie phrase: l'amour d'abord est exercice de la prière, et la prière est d'abord exercice du silence. Sa spiritualité n'est pas une dévotion, encore moins un sacrifice au nom d'une église quelconque ou d'un dieu quelconque. C'est d'abord agir, mais agir avec une certaine forme d'inquiétude. La foi de Saint-Exupéry, c'est ça, c'est une inquiétude spirituelle. Le croyant prie une présence en s'immobilisant. Saint-Exupéry prie une absence en agissant. Nous devrons donc apprendre, nous dit-il, à aimer le silence de Dieu, sa non-implication, sa discrétion, renifler ses traces lorsqu'il en laisse, dans la beauté de la nature, dans l'amour des hommes, dans le sacré. Et le reste du temps, ce qui devrait nous préoccuper complètement, eh bien, ce sont nos missions d'homme. Saint-Exupéry ne donne pas de corps à son Dieu, pas d'image et pas d'histoire. Et là-dessus, il est presque en avance sur une forme de, on pourrait dire, de spiritualité New Age, bien qu'il aurait évidemment refusé ce terme et a raison. Mais il pense son Dieu simplement comme une présence silencieuse que l'on sert en se servant soi-même, et dont le seul service nous donne eh bien, toute la joie dont nous avons besoin. Voilà la spiritualité de Saint-Exupéry. Observer le monde par le haut depuis le cockpit de son avion, remplir toutes les missions que la vie lui propose, dire oui à toutes les aventures. Car c'est ainsi qu'il nourrit son âme. Il ne part pas tant combattre pour la France, pour son pays, pour l'idée abstraite de l'honneur. Bien sûr que tout ça l'anime, mais ce n'est pas ça qui fait de Saint-Exupéry Saint-Exupéry. Il ne se risque pas dans les missions dangereuses avec son petit avion rouge de l'aéropostale pour la passion de la transmission du courrier, mais parce qu'il sait que c'est ce que la vie attend de lui. La piété de Saint-Exupéry est simple. Vis ce que la vie t'impose de vivre. Ne tourne pas le dos à ton destin, accepte toutes les propositions que le vent te fait. L'ascèse de Saint-Exupéry est une morale de l'action. Pour lui, l'homme ne trouve l'élévation qu'en se rencontrant vraiment. Et cette rencontre est faite d'action. Il faut œuvrer. Toute sa vie, dans tous ses livres, vous retrouverez ce motif. Le paysan qui ne cultive plus son champ est mort. L'artiste qui ne crée plus est mort. L'écrivain qui n'écrit plus, pareil. Le professeur qui n'enseigne plus, pareil. La spiritualité de Saint-Exupéry est tournée vers l'action, car seule elle est une force suffisante pour éviter que l'homme ne s'abîme, c'est-à-dire qu'il ne dégénère, comme font toutes les choses dans l'univers si elles ne se rebellent pas. Nous sommes tous engagés dans cette course folle qu'est la vie, et notre seul purgatoire pour Saint-Exupéry, eh bien, c'est d'agir. Tout le reste est couardise et abandon. Il n'y a que l'action qui confère à l'homme son pourquoi, son comment et en même temps son bonheur. La foi dans l'acte n'est pas juste pour Saint-Exupéry une vision d'homme-machine aliéné un peu à l'anglo-saxonne. Non, l'action réalise le destin. Elle calme nos doutes et efface nos peurs. Dans le faire, dans l'action bien menée, c'est là que nous trouvons la paix intérieure et l'élévation. L'action, d'une certaine façon, montre au monde, mais surtout à nous-mêmes, ce que nous avions dans le ventre. Voilà donc quel homme, quelle femme, il ou elle est.
Voilà donc le fin mot de l'affaire, il s'agissait de tel type d'homme ou de tel type de femme. Voilà ce que le monde doit finir par se dire sur nous. L'action nous révèle dans notre plein potentiel. Enfin, on voit de quel bois on est vraiment fait. Agir, c'est donc suivre son destin, c'est aller, écrit Saint-Exupéry, vers là où l'on pèse. Ce qui définit un homme, c'est ce qui pèse sur lui, sa réalité, son fardeau, la substance de sa tâche et l'obsession avec laquelle il s'y livre. L'action est donc la muse de Saint-Exupéry, sa normalité, son désir le plus profond et son messager à sens unique vers Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi Saint-Exupéry vénère-t-il autant ces prises de risques, ces longues heures de vol dangereuses entre deux postes relais, ces aventures à n'en plus finir? L'action, d'accord, on a compris que c'était important pour lui, mais on pourrait se dire qu'il aurait pu se contenter de la vivre dans sa tête, comme font beaucoup d'écrivains, ou il aurait pu être jardinier ou occuper des métiers moins dangereux, parce qu'il y a cherché l'action et tout faire pour risquer sa vie à chaque instant. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes choses, je pense que vous me l'accorderez. Pourquoi a-t-il fallu qu'Antoine devienne Saint-Exupéry? Eh bien, car il avait compris une chose, il avait compris que ce qui l'effrayait au plus haut point, au-delà de tout raisonnable, c'était sa propre mort. Mais il a aussi compris dans le même temps comment en triompher, en la défiant perpétuellement. La vie de Saint-Exupéry, c'est se débattre. Ce qui m'amène à mon troisième point, deuxième il me semble, pardon. Apprenez à conjurer, non c'est mon troisième, apprenez à conjurer la mort. Je bois un peu d'eau et on y va pour la vision de la mort, si c'est bon pour vous. Alors, parfait. Très bien, très bien. Alors, apprenez à conjurer la mort. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la mort qui inquiète Saint-Exupéry, c'est pas la mort biologique. C'est pas juste être dans une tombe ou que d'un coup il se prenne un coup de mitraillette. Oh, ça lui fait assez ni chaud ni froid. Non, non. La mort qui inquiète Saint-Exupéry, qui l'obsède, c'est le fait d'être réduit. C'est l'avilissement qu'il craint, l'empêchement à vivre pleinement, qu'on l'empêche de brûler de tout son feu intérieur et qu'au fond, on le prive de sa liberté. Voilà ce qu'est la mort pour Saint-Exupéry, celle que nous devrions craindre, la diminution de nous-mêmes, lente, l'agonie, la dégénérescence. La mort est une maladie pour Antoine. C'est contre cette mort lente qu'il lutte, et il passera sa vie à s'assurer d'être en vie et pleinement en vie, que personne ne puisse jamais en douter. Ce qui l'amène à avoir une des vies d'écrivain aventurier les plus riches de son siècle. J'ai pas le temps ce soir d'insister sur tous les faits bibliographiques de Saint-Exupéry, mais si ça vous intéresse, plongez-vous-y, mais vous allez voir comment ce type a fait pour trouver le temps d'écrire. C'est une vraie question que je me pose. Il était dans son avion, sur des bases militaires, en voyage à l'autre bout du monde, en train de traverser l'Atlantique, quand il a écrit? Voilà, c'est une vraie question que je me pose. Sa mort d'ailleurs, eh bien, fut la meilleure qu'on pouvait lui souhaiter. Nette, claire, précise, presque grandiose, bien que mystérieuse. Saint-Exupéry a eu la chance de mourir comme il voulait mourir. Saint-Exupéry n'est pas mort dans son lit de mort. Alors, nous sommes, pour vous donner quelques éléments de contexte, quand Saint-Exupéry disparaît, nous sommes à quelques mois de la fin de la guerre. Saint-Exupéry a 44 ans et réalise en fait un survol du territoire français occupé pour cartographier les bases ennemies. À ce moment-là, il est dans un P 33 Lightning, il me semble, qui est un avion américain de reconnaissance. Et donc, il survole la Provence, Marseille, et d'un coup, eh bien, son avion ne rentrera jamais. Vraisemblablement, il s'est fait abattre par des chasseurs allemands au-dessus de la Méditerranée, au large de Marseille, et on a donc retrouvé son épave. Mais sa mort est assez mystérieuse. Si ça vous intéresse, il y a beaucoup de théories parallèles sur la manière dont est mort Saint-Exupéry. Mais c'est une mort, en tout cas, comme il la voulait, et peut-être au fond que cette mort lui a évité d'avoir à se rendre compte d'une chose autrement plus douloureuse qu'il aurait dû subir s'il avait réchappé à la guerre. Il aurait vu la couleur du monde après la guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale. Il aurait vu le florissement des intellectuels de salon. Il aurait vu la vie des cerveaux de tous ces petits aristocrates en cravate bien repus. Et comment Saint-Exupéry se serait-il adapté à la vie d'après-guerre, à une vie plus calme?
Lui qui était né en 1900 et n'avait admis toute sa vie que l'action, la matière et la sincère camaraderie dans la peine, je pense il se serait mal adapté à la vie d'après-guerre. Je pense qu'on n'aurait pas eu, le la même grandeur d'âme qu'on a eue tout au long de sa vie. Antoine n'aurait probablement pas supporté de devenir un intellectuel de salon, car c'est ce qu'il considérait comme la mort la plus désolante pour un homme. Pour celles et ceux qui ont lu Le Petit Prince, pensez à ces grandes personnes, comme elles sont décrites avec leur club de golf, leurs cravates et leurs embonpoint dans le petit bouquin, parce que c'est ce monde-là que Saint-Exupéry appelle le monde de la mort. Alors, conjurer la mort pour Saint-Exupéry, ce n'était pas juste chercher l'aventure, c'est aller au-delà de ça, c'est vivre perpétuellement au maximum de ce que la vie autorise. C'était ne pas se reposer, se dépenser soi-même à chaque instant, c'est chercher puissamment la vie partout et en chaque instant. Et cette posture, en effet, nous amène logiquement à nous rapprocher très souvent de la mort. Et ça, c'est la réalité de la vie de Saint-Exupéry. Les plus vivants sont ceux qui côtoient le plus la mort. Non pas que la mort le fascine, Saint-Exupéry n'est pas un accro à l'adrénaline qui a besoin de se prouver quoi que ce soit, mais simplement il ira partout où la vie sera plus intense. Et dans son siècle, quand vous êtes en 1930 et que vous avez envie d'adrénaline, vous finissez seul dans le désert, dans les tempêtes ou sous le feu de la mitraillette. Globalement, c'est ça. Alors, d'ailleurs, on peut se demander, où aurait été Saint-Exupéry aujourd'hui? Où sont nos Saint-Exupéry à nous? Que font-ils? Peut-on aujourd'hui échapper à la mort lente de l'homme qui s'ennuie de sa vie? Peut-on, nous, en 2024, échapper à la lente agonie bureaucratique qui est devenue la vie? Ou la vie est-elle encore intense aujourd'hui? Ce sont des questions que je laisse à votre appréciation et que je laisse résonner pour vous. Je n'ai pas la réponse. Mais Saint-Exupéry nous met en garde. Nous ne devons pas passer nos vies à craindre la mort. Nous devrions plutôt craindre ce qu'il appelle la non-vie. Oui, voilà devant quoi nous devrions trembler de tous nos êtres, passer nos vies sans les vivre, et nous rendre compte que la mort biologique arrivant, qu'en fait nous n'avons rien fait, que nous sommes restés assis à craindre ou à nous engraisser intellectuellement. Saint-Exupéry nous met en garde. Il faut aller au feu de la vie. Le temps passe, l'appel demeure et la fenêtre est brève. La philosophie de Saint-Ex est une philosophie de la vie, du risque. Il écrit dans Citadelle, et ça rejoint ce qu'un de vous disait tout à l'heure dans le chat, l'amour du danger, c'est l'amour de la vie. Il faut risquer quelque chose en vivant, quelque chose d'autre que simplement la mort dans son lit à 85 ans. Parce que ça, c'est pas un risque, quand on y réfléchit bien, c'est une évidence absolue. Nous allons tous mourir. La mort n'est pas un risque, c'est une évidence. Voilà la faute que font beaucoup d'entre nous. Nous vivons comme si nous avions déjà, par notre simple existence, risqué quelque chose. Alors que non, nous devons risquer. La vie est un compte à rebours auquel il faut opposer une vivacité incorrigible et exubérante. Sur nos lits de mort, la seule question qui comptera sera: qu'as-tu osé? Qu'as-tu osé risquer? Pour Syntex, la valeur de nos vies peut directement être jugée parce que nous avons risqué avec la tête haute. Qu'avez-vous laissé derrière vous pour vous engager sur votre chemin? À quel sacrifice avez-vous consenti pour poursuivre la voie de l'aventure et de l'action? Voilà les grandes questions philosophiques que Saint-Exupéry pose aux hommes. Antoine a vécu d'aventures, de faits d'armes, d'exubérance. Et c'est très intéressant, il a fait tout ça, mais dans le même temps, une partie de son être aspirait pourtant à la vie de famille, à l'amour tranquille, à retrouver sa mère et ses sœurs. Et c'est ça qui a fait de Saint-Exupéry un grand. Toute sa vie, il a su ce à quoi il avait renoncé pour suivre sa destinée. Et ça rejoint un peu ce que je vous avais dit avec Jean Kelevitch sur l'aventure. Parce que Saint-Exupéry est un véritable aventurier parce qu'il sait ce qu'il laisse. Il n'est pas parti à la guerre sans attache. Non, 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 il avait ses amours, sa mère, ses sœurs qu'il aimait d'un amour profond et sincère. Et malgré tout, eh bien, il prend des risques qui sont complètement démesurés. C'est pour ça que c'est un véritable aventurier. Il n'est pas parti avec rien, il est parti avec tout et il savait ce qu'il laissait derrière. Une phrase qu'il utilise souvent dans ses mauvais jours et qui furent aussi ses derniers mots avant sa disparition, inscrite en bas d'une lettre, il écrit: «Moi, j'étais fait pour être jardinier. J'étais fait pour être jardinier». Et je crois que c'est vrai. Saint-Exupéry était bien davantage fait pour être jardinier poète qu'aviateur rocambolesque. Et c'est ce qui fait de Saint-Exupéry un véritable homme d'aventure. Il avait le choix.
Il sait ce qu'il a abandonné pour vivre sa vie et quelque part, quand vous rentrez un peu dans la psychologie du personnage, vous vous dites: «Mais il a pas du tout la psychologie d'un soldat, encore moins celle d'un aventurier. Il a la psychologie d'un poète calme» et c'est ça qui est fascinant avec Saint-Exupéry. Il nous dit: «On ne se grandit qu'en perdant volontairement, en tournant le dos à tout ce qui nous est donné pour embrasser ce qui nous appelle». Dans Citadelle, il écrit: «Moi, je ne connais rien de grand que dans le guerrier qui dépose les armes et berce l'enfant, ou dans l'époux qui fait la guerre». Vous voyez, il avait une anti-fascination pour le guerrier. Ce qui l'a impressionné, c'est celui qui partait parce qu'il devait partir, en sachant ce qu'il laissait derrière. Autrement dit, Saint-Exupéry n'est pas l'ami des guerriers, il est l'ami de ceux qui accomplissent leur devoir. Il ne suffit donc pas de s'élancer à l'aventure pour conjurer la mort. Il faut que cette projection nous pèse, qu'elle inclue un sacrifice dont nous avons parfaitement conscience. Que ce soit la vie de jardinier, une carrière florissante que l'on laisse derrière nous, la certitude d'un bon salaire, des amitiés, mais il faut laisser quelque chose derrière soi. Il faut qu'il y ait une transaction entre le choix et l'abandon. Il faut toujours avoir un regret pour que la vie soit vécue à sa plus grande intensité. Voilà donc une question à nous poser que nous laisse Saint-Exupéry. Qu'avons-nous laissé? Et de quoi ce saut d'audace nous a-t-il privés? Qu'avons-nous osé? Et qu'avons-nous, en suivant cette audace, laissé derrière nous? Si nous pouvons répondre à ces deux questions, eh bien c'est peut-être que nous sommes sur le bon chemin de nos vies. Alors aujourd'hui, dans nos vies modernes et faussement confortables, disons peut-être soporifiques à certains égards, la morale de Saint-Exupéry est peut-être plus importante que jamais, car elle nous ramène à un questionnement dérangeant. Où est ton aventure? Où est ton sursaut? Comment tentes-tu d'échapper à ta propre agonie, à ta propre mort lente? Que fais-tu pour échapper à la mort? Comment gagnons-nous notre droit de ne plus craindre la mort? Car c'est en agissant que l'on gagne ce droit. Comment comptez-vous faire pour vous rendre compte de cette réalité? Vous êtes plus grand que la mort, car c'est ce dont il est question. L'élévation par l'action bornée nous place en concurrent direct de la mort. Nous ne la subissons plus comme une présence fantôme. Nous sommes son égal, sa polarité, son concurrent. Plus l'on vit intensément, plus l'on devient un concurrent de la mort. Nous l'offensons par notre propension inaltérable à vivre et à vivre encore. La mort ne fait peur qu'à ceux qui sont passés à côté de leur vie, car elle devient cette espèce de juge final devant lequel ils n'auront plus le temps de dire «Oh, je veux encore du temps et j'ai encore le temps». Mais celui qui a vécu vraiment, lui, ne craint plus la mort, car il a exploré tout le sens que la vie lui permettait de construire. Alors je cite Saint-Exupéry encore une fois parce que c'est très beau, il écrit: «Celui qui s'accomplit dans la mort et sa mort fut payante. Voilà celui qui a vécu vraiment. Sa mort devient une apothéose. Voilà comment on conjure la mort, en faisant de sa vie un contrepoids dans la balance». Ce qui nous amène à cette fameuse question que je vous avais posée sur Discord: pourquoi êtes-vous prêt à mourir? Selon Saint-Exupéry, nous devrions sans cesse nous poser cette question et être capables d'y répondre, quasi intuitivement et sans y songer. Alors, ce n'est pas forcément donner une réponse, nommer quelque chose, mais il faut que nous soyons capables de sentir au fond de nous que quelque chose importe davantage que notre propre existence, et que nous sommes prêts à sacrifier, au nom de quelque chose, notre propre petite vie. Être capable de sacrifier sa vie, bien, c'est être parvenu à conjurer la mort. C'est être profondément convaincu que certaines choses dans l'existence importent plus que la mort. Pour reprendre mon analogie de tout à l'heure, c'est mourir au nom de la vie. Voilà ce que nous dit Saint-Exupéry. Une vie menée à son terme, c'est être capable de mourir au nom de la vie. C'est avoir accompli sa destinée, qui est de faire contrepoids face à la présence terrible et envoûtante de la mort qui nous attend tous. La vie est une rébellion. Et là-dessus, on retrouve quelque chose d'assez camusien en réalité, bien que l'absurde soit totalement absent chez Saint-Exupéry. Ce n'est pas juste se rebeller pour se rebeller, non, c'est se rebeller pour faire contrepoids. C'est construire quelque chose qui vaille la peine de mourir en se disant j'ai vécu. Si vous me permettez un peu de poésie, la mission de l'homme est de construire l'autel de sa vie, de le faire immense, plein de belles pièces, d'offrandes, de fleurs, d'idées et d'engagements, puis d'être prêt à y mettre le feu si nécessaire. Vivre complètement sa vie, c'est avoir quelque chose à échanger contre la mort le moment venu. Voilà ce que nous apprend Saint-Exupéry. Qu'aurez-vous à échanger contre la mort quand elle viendra toquer à votre porte?
Direz-vous simplement: «Voilà la mort qui arrive, j'ai vécu ma vie sans la vivre et j'en voudrais encore, mais il sera trop tard», ou aurez-vous quelque chose à échanger face à la faucheuse? Car mourir contre rien, eh bien, c'est en définitive ne pas avoir vécu. Il est l'heure de conclure, alors je vous propose de me laisser boire un peu d'eau et on fait cette conclusion, si c'est bon pour vous et que vous n'êtes pas trop assommé. Alors, une petite conclusion sur ces 3 grandes idées. Saint-Exupéry a passé sa vie à poursuivre l'intense, à s'assurer lui-même qu'il n'était pas de ceux que la vie laisse sur le côté, qu'il n'était pas de ceux qui abandonnent, qui évitent l'effort ou qui s'engagent à moitié dans la vie. Je vous disais que sa morale était aristocratique. Oui, en un sens, elle l'est, évidemment. Il ne supporte pas la médiocrité, il invite à l'excellence, mais d'un autre côté, je pense qu'on peut nuancer un peu cette chose. Les valeurs qu'il défend ne sont pas celles de la culture ou des lettres. Quand on parle d'aristocratie, pardon, ou d'élitisme intellectuel chez Saint-Exupéry, c'est pas vrai. C'est les valeurs qu'il défend sont celles du courage, de la vie, de l'action. Et ces valeurs-là, bah, elles sont données à personne. Chaque homme, chaque femme, peu importe son milieu d'origine, est tenu de les conquérir. Il n'y a pas plus de courageux dans l'aristocratie que dans le prolétariat, si vous m'autorisez une petite discrétion. Non, le courage, c'est quelque chose qui vient du cœur pour Saint-Exupéry. Donc son aristocratie est une aristocratie qu'on pourrait qualifier d'humaniste. Elle n'a aucune vocation politique. Pour Saint-Ex, il n'y a pas de prédestination, il n'y a de destin, ça c'est une phrase qui est magnifique qu'il écrit, je crois que c'est dans Citadelle, il n'y a de destin que celui que l'on se donne et auquel on soumet tout le reste. Voilà ce qui compte par-dessus tout. Si Saint-Ex fait preuve parfois d'élitisme, c'est contre la paresse et le contentement, qui sont deux défauts sans classe et sans codes sociaux, deux abandons que chacun de nous est tenu d'affronter, peu importe là où il vient et là où il tend. Et cette philosophie pour affronter la vie, elle n'est pas juste un code moral, elle vient de plus profond en réalité, d'une douleur sourde que nous avons tous à affronter un temps. Nos exigences sont intrinsèquement tragiques. Pas un grand tragique, mais un tragique lancinant. Et je ne sais pas si vous avez lu Le Petit Prince, j'imagine que oui, quand même pour une partie d'entre vous, je serais curieux de savoir. Vous pouvez le dire dans le chat si vous avez la spontanéité de le faire. Mais si vous y plongez ou si vous allez y replonger un jour, pensez à ce que je vais vous dire en cette fin de conférence quand vous allez le lire ou le relire. Eh bien pour ceux qui ne l'ont jamais lu, c'est comme si vous aviez, disons vous avez beaucoup de chance de ne pas l'avoir lu. Voilà ce qu'on voilà ce qu'on pourrait dire. Parce que quand vous l'aurez lu, vous vous direz que vous aurez dû le lire plus tôt. Parce que c'est un livre qui évolue en fait avec l'âge et qu'il faut relire, mais j'en parlerai un petit peu à la fin. Donc voilà, il faut vous y replonger et pensez à ce que je vais vous dire maintenant. Le Petit Prince, c'est un conte qui est éminemment tragique. Le Petit Prince, comme Antoine, tombe de son paradis, tombe de sa planète. Les deux se rendent compte de la solitude de l'homme, de l'ambivalence fondamentale du monde. Antoine se rend compte du vide spirituel et de la tristesse humaine. Il voit les folies de son siècle, il voit les hommes qui s'entre-déchirent, et il voit toute cette perte d'humanité devant ses yeux. Il voit tout ça, alors il tente de parler aux hommes, de parler à la part d'eux qui demeure encore la plus vivante. Il tente de parler aux enfants. Le Petit Prince, c'est pas un conte pour enfants, c'est un conte pour adultes. C'est le témoignage brûlant de la subjectivité d'un enfant que l'on plonge dans le monde, qui doit affronter des choses horribles, la séparation, les larmes, les joies aussi, l'angoisse de mourir, toutes ces expériences que nous avons tous faites quand nous étions enfants et qui nous hantent, que nous le voulions ou non, encore aujourd'hui. Le Petit Prince, c'est ça, c'est les yeux d'un enfant qui nous raconte le monde. Et c'est pour ça que dire que c'est un conte pour les enfants, c'est très réducteur. Bien sûr qu'il peut être lu par des enfants, mais en tant qu'adulte, il faut le lire comme la subjectivité d'un enfant. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est par exemple si on prend Proust. Quand Proust parle de l'enfance, il en parle comme un adulte parle de l'enfance. Mais il n'en parle pas du tout comme un enfant parle de l'enfance. Quand Saint-Exupéry parle de l'enfance, il en parle comme un enfant qui parle de l'enfance. Alors, bien sûr, ces expériences sont romancées dans Le Petit Prince, il y a des personnages, mais c'est parce qu'un enfant mêle toutes ces réalisations brutales à son monde intérieur. Mais il n'en reste pas moins qu'elles infusent chez Le Petit Prince comme elles infusèrent chez Antoine. Sa vie à Saint-Exupéry n'a été, au fond, qu'une tentative de réponse au tragique de l'existence et de la fragilité de la vie. Construire ses propres racines dans le désert et dans le ciel, voilà ce qu'a tenté de faire Antoine.
Le Petit Prince, c'est un livre grave qu'il écrit dans une période les plus tourmentées de sa vie et de l'histoire de l'humanité. Exilé à New York, il voit son pays, la France, incapable de sortir de l'occupation nazie. Ses amis lui répondent plus, il ne vole plus, il ne sent plus la touche, il sent sur la touche, pardon. Il est abandonné, loin de tout ce qui compte. Il se sent profondément impuissant. Alors, on peut lire Le Petit Prince comme un conte moral, mais on n'en sort pas sans un certain malaise si on le lit bien. Je ne sais pas si vous ferez la même observation que moi, mais j'ai relu certains passages à l'occasion de préparer cette conférence et je me dis, mais il y a quelque chose de très lancinant dans Le Petit Prince. C'est loin d'être un écrit joyeux. Le Petit Prince, c'est un livre du désastre humain qui narre la confrontation difficile entre le monde auquel on croit et le monde auquel on est confronté. Et dans cette opposition, une seule chose compte pour Antoine: œuvrer. Le Petit Prince tombe de sa planète et ne comprend plus rien. Antoine tombe de son avion et ne comprend plus rien. La vie de Saint-Exupéry fut au fond une lutte perpétuelle contre le malaise et la déception que chacun de nous doit affronter et pour laquelle Saint-Exupéry nous donne ses armes: optimisme borné, ouvrage et aventure. Voilà peut-être ce qui nous sauvera. Voilà, merci. J'espère que ça vous a plu. J'espère que merci Clément. Je vais lire Syntex. Eh bah, écoute, c'est tout à alors si j'ai réussi à en mettre certains, à vous donner envie de lire Saint-Exupéry, eh bah, écoutez, c'est que j'ai réussi ma mission et j'en suis très content et j'en suis très content et c'est exactement ça. Je pense que Saint-Exupéry est un écrivain qui donne beaucoup d'énergie. Alors, quelques conseils de lecture, peut-être? Quelques conseils derrière de alors à la fois de lecture et de trucs à écouter. Trouvez-vous la Pléiade. Alors, Clément qui fait du lobbying pour Saint-Exupéry, ne vous laissez pas influencer, il est très partial. Peut-être, commencer par, Courrier Sud, si vous voulez du roman, qui se lit très bien, ou Vol de nuit, éventuellement, les 2 sont très bien. Si vous voulez un petit roman qui vous fera voyager, au-dessus de grands paysages, dans des avions incroyables avec des réflexions passionnantes. Pour les plus intrépides, vous pouvez aller vers Terre des hommes ou Citadelle. Terre des hommes est plus facile que Citadelle. Citadelle, c'est un gros morceau philosophique. Hem, Assez intéressant Citadelle, bonne référence que tu me donnes. Oui, après c'est un gros morceau Citadelle, hein. Je vous conseille de vous y plonger, mais en ayant d'abord un peu, je dirais tâté le terrain, notamment avec Terre des hommes peut-être, voilà. Et je précise qu'il y a une superbe conférence sur la vie de Saint-Exupéry sur laquelle je me suis appuyé pour cette conférence, notamment sur les éléments historiques, qui s'appelle sur YouTube, vous la trouverez en tapant Antoine de Saint-Exupéry, le dernier romantique, par Portrait du Monde. Heu, voilà, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Heu, c'est vraiment un moment génial. Vous écoutez ça en faisant, je sais pas, à manger par exemple et c'est vraiment génial. Vous avez aussi ce petit bouquin de Sylvain Faure, sur lequel je me suis appuyé, Saint-Exupéry Paraclet, sur laquelle vous verrez, il y a plusieurs idées que je vous ai présentées ce soir, entre autres, qui se lit très vite. Ça fait combien? Ça fait 80 pages. Saint-Exupéry Paraclet, c'est tout court, c'est vraiment une toute petite introduction, que je vous ai plus ou moins résumée, pendant cette conférence sur les idées de Saint-Exupéry. Si vous voulez avoir juste un aperçu global de l'œuvre, vous pouvez commencer par ça. Heu, alors, je suis justement en train de lire à mes enfants un chaque soir. J'en ai déjà vu parce que j'avais peur de cet imaginaire comme de l'émission de Ah, je pense que Le Petit Prince, c'est il y a une phrase justement de Sylvain Faure qui parle, justement de lire Le Petit Prince aux enfants et qui dit: «Ce qui est génial avec Le Petit Prince, c'est que beaucoup, d'adultes, ne avaient une forme d'ego et voulaient pas le relire et trouvent en le relisant à leur enfant, le temps pour eux aussi, en cachette, le relire, en fait» et je pense que c'est assez vrai. Saint-Exupéry a cette faculté dans ce petit conte, d'avoir écrit quelque chose d'assez avec des niveaux de lecture qui sont, quand même, a assez étranges, en réalité. Je veux dire, on peut le lire à 7, à 24 ou à 40 ou à 60 ans. Donc si vous l'avez jamais lu, bien sûr, il faut, complètement le lire. Voilà, si vous avez des questions, je les prends, bien évidemment, dans la mesure de mes compétences pour y répondre. Que tu nous as j'espère que ce que tu nous as donné. Comment ferais-tu un parallèle avec Sioran? Ça m'intéresse beaucoup. Alors un parallèle avec Sioran et Saint-Exupéry, bah, c'est un peu, les 2 faces d'une pièce, hein. On est vraiment sur 2 esprits complètement opposés. Sioran, vous l'avez compris, hein, pendant la conférence, c'est vraiment cette espèce de
d'épanchement vital, d'agonie existentielle. Alors mais en fait, voilà, pour répondre à la question, je pense que je vais pas prendre Sioran parce que je connais pas, je sais pas si je crois pas qu'ils ont eu de rapport, hein. Bah non, ils se connaissaient évidemment pas. Par contre, je peux reprendre le parallèle avec Breton. Ce que Saint-Exupéry reproche aux intellectuels, globalement français et très parisiens, c'est d'abord de parler de choses qu'ils ne connaissent pas. Saint-Exupéry a beaucoup de défauts, évidemment. Ce soir, je vous ai présenté un portrait un peu, subjectif, parce que moi j'aime beaucoup Syntax. Il y a des gens qui disent: «Ah oui, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça», évidemment. Mais Saint-Exupéry a une grande qualité indéniable, c'est quand il parle de la mort, il sait de quoi il parle. Saint-Exupéry, c'est quand même, au moins 4 ou 5 crashs, à ça, de mourir une bonne fois pour toutes. C'est une fracture du crâne, lors de ses premiers vols. C'est un nombre, d'aventures et de mésaventures, dans sa vie assez incroyable. C'est pas votre intellectuel de salon. Saint-Exupéry a 12 ans, il est en vacances avec sa mère et il voit des gens qui commencent à essayer de voler sur des 1 avions. Alors en 1912, les avions, c'est pas, c'est pas nos coucous actuels. Ça ressemble à juste des avions en papier. Monter dedans, c'est un flip entre 50 je reviens pas, 50 je suis un héros. Il a 12 ans et il va parler avec des pilotes et il fait son baptême de l'air, il monte là-dessus. Et toute sa vie, c'est ça. Toute la vie de Saint-Exupéry, c'est une forme de fuite en avant de lui-même magnifique et existentielle permanente. Heu c'est assez aberrant. Donc, pour revenir sur l'opposition avec les intellectuels comme Sioran ou comme Breton, ce qu'ils leur reprochent, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est des gens qui passent plus de temps à réfléchir qu'à expérimenter. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ce qui est assez incroyable avec Saint-Exupéry, c'est que on se demande quand il a eu le temps d'écrire. Parce qu'il a vécu peut-être même plus de choses que certaines personnes qu'on considère comme des aventuriers. Voilà. Heu alors, comment vivre au XXIe siècle comme Saint-Exupéry? Est-ce que tu penses qu'on peut achever Citadelle? Je ne pense pas qu'on puisse achever Citadelle. Je pense que si Citadelle est resté inachevé, beaucoup de gens disent que c'est un livre qu'il faut pas lire. Parce qu'il est plein de, notamment de répétitions, de lourdeur et cetera. Mais je pense que Saint-Exupéry l'a écrit, heu, je pense qu'il comprenait pas trop ce qui se passait avec Citadelle et qu'il a fait son possible. Si vous voulez vous y plonger, picorez, davantage, et comment vivre au 21e siècle comme Saint-Exupéry? Bah, écoutez, j'ai pas la réponse, j'ai pas la réponse. Je sais que j'ai des amis qui tentent, de vivre comme lui. Hem, je suis c'est vrai que c'est une question qui me sur laquelle je suis un peu circonspect. Si vous avez des enfin, en fait, je pense que derrière ça, c'est la question de l'aventure. Derrière ça, c'est la question de l'aventure. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour poursuivre, la voie de l'aventure, le chemin sans chemin? Je sais pas, moi, je pense qu'à mon échelle, j'essaie de le faire et j'essaierai de le faire davantage encore dans les années qui viennent. Je pense que c'est faire des sauts. Si je parle de moi, je pense que alors bien sûr, il y a le saut de l'entrepreneuriat, toutes ces choses, mais ça, on vous rabâche, à longueur de temps, ces discours-là. Je pense pas que ce soit non plus, on va dire, l'alpha et l'oméga du chemin sans chemin. Parce que c'est ça, en vérité, hein, ce dont parle Saint-Exupéry. Je pense juste qu'il y a des moments dans la vie où on est confronté à des choix, où on a le choix entre sécurité et aventure et incertain. C'est des moments qui sont charnières, pardon, qu'on a tous dans nos vies. Et je pense que à ce moment-là, ouais, avoir un bout de Saint-Exupéry dans sa tête ou dans sa poche, ça peut être ça. Après, de là à dire qu'il faut, prendre des bateaux, parcourir le monde, être un aventurier, aller partout, peut-être, je sais pas. Moi, je pense que c'est autre chose que nous dit Saint-Exupéry. Je pense qu'on peut parfaitement être un intellectuel, un jardinier, un peintre, ou que sais-je, ou un père de famille ou une mère de famille et suivre la morale que nous enseigne Saint-Exupéry, qui est celle de toujours suivre la voie de l'incertain, en vérité. Te pousse à faire en écoutant son cœur. Ouais, je pense que c'est ça, en vérité. Il y a de ça. Mais je après, en ce qui concerne vraiment la manière dont il a mené sa vie, à savoir en tant que, véritable aventurier, enfin, on va dire écrivain aventurier, vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer. Moi, je sais que dans la mesure des choses, si je peux continuer à écrire hein, et à faire ça de ma vie, ouais, j'aspire à voyager beaucoup plus, et à continuer à écrire et à réussir ça parce que je pense qu'il y a une beauté. Et puis aussi, il faut le dire, je pense que Saint-Exupéry n'aurait pas été l'écrivain génial qu'il a été s'il n'avait pas vécu. Alors bien sûr qu'il a une plume magnifique, qu'il écrit des choses incroyables, mais Saint-Exupéry écrit pas depuis sa tête, il écrit depuis ses yeux et encore plus, il écrit depuis son cockpit. Et combien d'entre nous ont un cockpit? Combien d'entre nous, voient le monde, par-dessus au moins 5 fois dans la semaine? Peu d'entre nous, nous sommes un peu bloqués justement dans cet avant-plan dont je compte vous parler, mardi dans la nouvelle vidéo YouTube. Mais je vous en dis pas plus, je voudrais pas vous spoil quoi que ce soit. Hem
Et par rapport il y avait une autre question. Gary, évidemment, oui, il ressemble beaucoup à Gary et d'autres, hein. C'est pas le seul, écrivain aventurier, il y en a d'autres, hein, aujourd'hui, même dans nos contemporains, il y a des gens, Kessel, des gens comme ça, enfin, il y a des gens aujourd'hui qui, et bien sûr, et bien sûr, enfin, i on a un certain nombre, aujourd'hui d'écrivains aventuriers, voilà, et c'est faut pas non plus croire que c'est une espèce en voie de disparition, mais c'est vrai que, on est obligé de constater que vivre en 1920 et vivre en 2024, bah, c'est pas les mêmes conditions d'existence. C'est pas les Qu'est-ce qui nous reste à explorer? En fait, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'il nous reste à explorer? Parce que Saint-Exupéry, quand il prend son petit coup pour aller, transmettre du courrier, en Afrique du Nord, il le fait pas juste par goût de l'aventure, il le fait aussi parce qu'il y a une nécessité de le faire. Q Où est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'aventuriers? C'est une vraie question. Où est-ce qu'aujourd'hui on a besoin d'aventuriers? Si vous avez la réponse, je prends. Je veux dire, où est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de gens pour explorer des endroits qui sont pas encore explorés? Voilà. Parce qu'en vérité, c'est ça. Si vous regardez le problème de l'aventure et le problème de l'intensité, c'est que, bah, dans un monde où on a décodé les grandes voies, bah, les pionniers n'existent plus vraiment. Être un pionnier, c'est où? Moi, j'ai mes réponses. Moi, je pense que je sais à peu près où ça se situe, mais je vous les donne pas, parce qu'en plus, je pense que vous en doutez et je pense qu'en plus, enfin, je serais très curieux de savoir, tu vois? Oui, bien sûr, je cherchais tout à l'heure Tesson, bien sûr, évidemment, avec qui il y a énormément de similitudes. Heu, la foi éventuellement, même au-delà de ça, peut-être l'exploration de la conscience, enfin, il y a penser que tout est cartographié, je pense que c'est une erreur. Maintenant, oui, je pense que les chemins pour trouver l'aventure aujourd'hui, c'est un peu des chemins dérobés. Heu, voilà, je pense qu'il faut peut-être foncer un peu dans les murs en se disant, voie 9 3/4, ça passe. Et et c'est peut-être, oui, c'est pour l'instant les chemins d'aventure sont moins évidents. Voilà. Heu, je vous laisse là-dessus, mais en fait, c'est bien, ça fait une transition avec la vidéo de mardi et vous allez voir pourquoi quand vous la verrez. Vous me direz d'ailleurs si elle vous a plu. Je pense que moi, je prends les paris que plutôt oui. Voilà. Donc ensuite, comme je vous disais, je vous mets les dates pour la rencontre, à Paris. Je vous donne ça, je pense ce soir ou demain si j'ai pas le temps ce soir. Je vous propose les 3 dates et puis vous me dites, ce qui vous intéresse le plus pour les motiver et eux et voilà. Voilà et puis, la suite, le programme du cercle le mois prochain, je vous l'avais déjà un peu teasé, mais je vous en dis pas plus pour pas parler de plein de sujets passionnants. Je ferai un vote et vous me direz, qu'est-ce qui vous branche le plus. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée et la soirée lecture, évidemment, bien sûr, pas la perdre de vue. Je ne sais pas si la date est fixée, mais il y a la soirée lecture évidemment. Rendez-vous dans le canal, sur le Discord si vous voulez vous joindre à nous. Même si vous n'avez pas lu le livre, c'est pas grave. Vous n'avez pas eu le temps, c'est pas grave non plus. Venez nous rendre visite. Je mettrai un message, dans le channel événement. Comme ça, vous pouvez venir nous passer. Puis on se fera un vocal, le mois prochain, d'ici, 1 ou 2 semaines, organisés tous ensemble pour discuter de sujets. Je réfléchis à soit qu'on parle d'amour, d'écriture, voilà, vous me direz les sujets dont vous voulez qu'on échange ensemble et heu et on se fera un petit vocal, si c'est bon pour vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous évidemment. Si vous avez besoin, n'oubliez pas que je suis à disposition si je peux vous servir à quoi que ce soit. Et voilà, passez une très belle soirée. J'espère que ce petit voyage, au-dessus du désert avec notre ami Antoine vous aura plu. Lisez Saint-Exupéry et à la prochaine. Ciao.